Ce week-end avait lieu le Grand Prix des États-Unis, un Grand Prix qui a été marqué par une polémique. Enfin, deux polémiques du coup, parce que effectivement d'un côté on a la polémique entre Norris et Verstappen avec cette manœuvre qui fut... En fait non, je m'en bats les couilles de cette polémique pour moi. Alors oui, Verstappen aurait dû être pénalisé, c'est un avis, mais qui est plus bon, personnel. Mais bon, entre d'un côté Verstappen qui pousse l'adversaire en dehors de la piste et d'un côté Norris qui double alors qu'il a largement dépassé les limites de la piste, voilà, la FIA devait faire un choix, il y a eu un gagnant, un perdant, passons à autre chose, hein. Et puis de toute façon ce qui compte vraiment pour moi c'est que Ferrari a réussi de doubler. Non, l'autre polémique, celle dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'affaire du T-Tray. Et là aussi sur cette polémique, les réseaux sociaux se sont embrasés, j'ai envie de dire, hein, entre ceux qui accusaient Red Bull de tricherie, ceux qui disaient que le dispositif était illégal, ceux qui disaient qu'il fallait disqualifier Red Bull. Et à contrario, ceux qui sortaient comme argument que oui, mais si on disqualifiait Red Bull, il faut disqualifier McLaren pour l'affaire du mini DRS. Bref, après avoir lu tout ça, je me suis dit qu'il serait peut-être bon de vous en parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Si je vous en parlais, l'émission de Chill et Relax où je parle un peu de tout et de rien, et surtout de rien étant donné que ça fait presque un an que j'ai pas fait cette émission. C'est une émission qui se veut être une sorte de discussion, une sorte de podcast, et donc aujourd'hui j'ai envie de revenir à la fois sur la polémique du T-Tray qui a eu lieu ce week-end en Formule 1, mais également sur la polémique, du mini DRS de McLaren. On va donc voir ensemble aujourd'hui si les deux dispositifs sont illégaux, s'ils le sont ou pas, pourquoi, et on va essayer de comprendre aussi pourquoi il n'y a pas eu de retrait de points. Dans un second temps, on va essayer de comprendre aussi pourquoi les écuries de Formule 1 elles mettent en place ce genre de dispositif. Avant ça, je vous propose qu'on revienne vite fait sur c'est quoi le T-Tray et le mini DRS. Le mini DRS, on l'a vu à Bakou sur la McLaren. Lors de la ligne droite, on avait l'aileron arrière qui s'ouvrait légèrement sur les coins, ce qui permettait de laisser passer de l'air. Et donc quand on laisse passer de l'air à cet endroit-là, ça permet de gagner de la vitesse. Même principe que le DRS, d'où son nom. Cette ouverture, en fait, elle était due à une flexibilité plutôt légère, on va dire, au niveau de certains aspects de l'aileron, qui permettait donc cette ouverture. Quant au T-Tray, comme je l'ai dit en introduction, c'est arrivé ce week-end lors du Grand Prix des États-Unis. Alors le T-Tray, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une pièce qui est au niveau du fond plat. C'est ce qui permet d'ajuster la hauteur de la voiture. Il faut savoir que toutes les voitures ont un T-Tray. Peu importe l'écurie, ils en ont tous un. Le problème avec Red Bull, en fait, c'est plus le dispositif d'activation du T-Tray qui se situe dans le cockpit de la voiture. Et donc, en fait, le problème de cette utilisation, c'est plutôt des suppositions plus que des faits. Ça, c'est important. En fait, les autres écuries soupçonnent Red Bull d'utiliser ce dispositif pour changer la disposition du T-Tray, et donc ainsi jouer sur la hauteur quand la voiture est dans le parc fermé. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire des modifications sur la voiture. Donc voilà, maintenant qu'on a reposé les bases, est-ce que c'est illégal ? Non. Et oui, mais vous allez comprendre. On va voir les deux cas séparément. Pour ce qui est du mini DRS, en fait, à la base, il n'est pas illégal. Il faut savoir que la FIA procède à énormément de tests en amont des Grands Prix pour vérifier la conformité des voitures. Et les ailerons, ils sont analysés sur leur flexibilité pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de déformation. Et en fait, le truc, c'est qu'au moment des tests, la FIA n'a rien vu. Et c'est vraiment lorsque la course a eu lieu qu'on a analysé les images de la voiture, de la caméra embarquée, qui nous permet de voir l'aileron arrière, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il s'ouvrait. En fait, la flexibilité était bonne, sauf à haute vitesse, où cette petite légèreté à certains endroits permettait ainsi l'ouverture. Donc sur le coup, c'est pas illégal, parce que ça respecte le test de la FIA, mais après coup on s'est dit que c'était pas normal, entre guillemets, que ça ait lieu. Donc du coup on a décidé de durcir la loi pour que désormais, si une équipe, que ce soit McLaren ou n'importe quelle autre équipe de la grille, ce dispositif sera considéré comme illégal. En ce qui concerne le T-Tray, c'est légal de ouf, c'est légal de ouf. Modifier la hauteur du T-Tray, c'est autorisé. Du moment, par contre, que ça se limite aux essais libres. En fait, elle est là la subtilité, c'est que le T-Tray, le dispositif plus précisément du T-Tray, si Red Bull décide de l'activer pendant les essais libres, ils ont tout à fait le droit. Ils sont dans leur bon droit. En fait, le problème, c'est plus que s'ils l'utilisent durant la qualif ou durant la course, ou même entre la qualif et la course, pour modifier la voiture. Là, oui, si ça devait arriver, je dis bien si ça devait arriver, ce serait illégal. Du coup, pourquoi c'est pas illégal ? Et bien tout simplement parce que c'est pas dit dans le règlement technique que c'est interdit. Et en disant ça, je vous jure que je me fous pas de votre gueule. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le règlement technique, c'est un énorme document qui spécifie tout ce qui est autorisé et interdit pour les équipes dans leur conception de leur voiture.
Sauf que ce règlement technique, il est ultra flou. En fait, il est flou car il permet d'avoir des libertés. Et ces libertés, c'est ce qui permet aux ingénieurs de ne pas faire exactement la même voiture que leur adversaire. Alors oui, au bout d'un moment, on va s'inspirer, on va copier différents aspects, mais initialement, rien n'oblige à faire exactement la même voiture. Et de toute façon, même encore aujourd'hui, même si on a beau dire oui, ça s'inspire du concept Red Bull, finalement les voitures restent toutes différentes les unes des autres. Si vous voulez une analogie, on n'a qu'à dire que le règlement technique, c'est un emmental. La base du règlement, c'est la structure du fromage, et les flous, c'est tous les trous. Et donc du coup, les ingénieurs, ils peuvent combler les trous comme ils veulent, pour pouvoir avoir leur propre vision, leur propre voiture. Mais ça, c'est la vision de la FIA, pas la vision des équipes. Parce que la FIA, elle, il y a des trous, elle se dit, personne n'ira sur ce champ-là, ça paraît logique. Mais pour une équipe de Formule 1, pas du tout. On va essayer de trouver la petite bête dans ce règlement technique, le plus petit trou de l'emmental, et essayer de s'insérer dedans pour gagner un avantage. Si vous avez vu la mini-série sur Disney+, consacrée à Brown GP, il y a un ancien ingénieur d'Honda et de Brown qui disait que le règlement technique, il est lu 2 fois. La première fois, on regarde ce qui est autorisé et ce qui est interdit, et la deuxième fois, on regarde ce qui n'est pas interdit. Si c'est pas dit qu'on n'a pas le droit de le faire, eh ben on va le faire. Et du coup, c'est ce flou en se disant, c'est pas noté que c'est interdit, donc on peut essayer de le faire, qui fait que pendant un temps, le dispositif comme le mini DRS est autorisé, est légal. Et pareil en ce qui concerne le dispositif du T-Tray, rien n'interdit Red Bull d'avoir un dispositif à l'intérieur du cockpit. Il n'y a rien qui est noté dans le règlement qui dit « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Donc le dispositif est légal, jusqu'à preuve du contraire. En fait, c'est aussi sur ça qu'a joué énormément la FIA, c'est qu'ils ont mis des scellés pour s'assurer de quand est-ce que le dispositif est activé. Car s'il est activé, comme je l'ai dit au début de vidéo, dans les essais libres, il y a 0 souci. Et étant donné que ce n'est pas interdit, la FIA n'a pas de raison de pénaliser. Alors, on parlait en début de vidéo de la pénalité qu'a reçue Norris pour son dépassement. Si la FIA a mis en place cette pénalité, que vous soyez d'accord ou pas, ça c'est votre histoire, mais la FIA s'est basée sur le fait qu'il y a une règle qui stipule que tout avantage pris en dehors de la piste est pénalisable. Ils se sont basés sur des faits, sur un texte écrit, un règlement, comme une loi. Pour le mini DRS, vu qu'il n'y a rien de noté qui dit qu'on a le droit ou qu'on n'a pas le droit, pour le T-Tray, étant donné qu'il n'y a rien de noté qu'on a le droit ou qu'on n'a pas le droit, pourquoi la FIA serait en droit de pénaliser? Ça, vous pouvez pas. Vous pouvez pas vous dire « Ah, il n'a pas le droit, c'est pas bien ». Non, il a le droit, c'est tout, il a le droit. Donc s'il a le droit, il n'a pas le droit d'être réprimandé. Il n'a pas le droit d'être réprimandé pour se dire « Ah bah tiens, là-dessus, on a peut-être le droit, autant essayer ». Je veux dire, c'est comme si vous rentrez chez vous, vous laissez la porte entrouverte et que là, il y a un chat qui rentre. Vous n'allez pas engueuler le chat parce qu'il est rentré chez vous, c'est de votre faute parce que vous avez laissé la porte ouverte. Et donc la FIA ne peut donc pas imputer la faute sur l'équipe. Mais du coup, pourquoi les équipes, que ce soit McLaren ou Red Bull dans ces deux cas-là, décident de mettre en place ce genre de dispositif qui flirte avec la légalité? Et bah tout simplement parce qu'ils espèrent que ce sera légal. En fait, ces équipes, elles veulent pas que ce soit juste bon pour une course. Par exemple, le mini DRS, McLaren voulait aussi le réutiliser à Las Vegas, où on a un circuit un peu similaire dans le tracé par rapport à Bakou, avec des énormes lignes droites. En fait, ces équipes, lorsqu'elles mettent en place ce genre de dispositif, elles espèrent que ce sera légal pour la saison, voire pour les années à venir. Et pourquoi ils espèrent ça? Bah parce qu'en Formule 1, ça a toujours existé. La règlement technique, ça a toujours existé, mais on a toujours des ingénieurs qui se sont dit ça, ils disent pas qu'on n'a pas le droit de le faire, autant l'essayer, autant voir si c'est accepté. Et si c'est accepté, jusqu'à où ça peut être accepté. Et pour moi, je pense que le premier cas, je dirais 1968, avec l'apparition des ailerons sur les voitures. Vous vous rendez bien compte que, à une époque, il n'y avait pas obligation de mettre des ailerons sur une voiture. Et regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Vous imaginez, vous, votre Formule 1, qui n'aurait ni aileron avant ni aileron arrière. C'est pas possible. Donc on est bien arrivé sur un flou, à l'époque, en 1968, de la part de Lotus, qui s'est dit « Rien ne m'interdit de foutre des ailerons pour améliorer l'appui de ma voiture, donc je fous des ailerons sur ma voiture. » Et finalement, ça a été accepté, c'est légal, et puis maintenant, c'est une norme. Et puis des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Les jupes à effet de sol. Alors à la base, ça a été autorisé, ça a été par la suite interdit pour des raisons de sécurité, pas pour des raisons techniques, mais vraiment pour des raisons de sécurité, et finalement ça a même un impact sur les motoplaces depuis 2022, parce que ça reprend le principe d'effet de sol. J'ai noté d'autres exemples, j'avais noté la BT46 en 1978, la fameuse voiture avec le ventilo derrière. Sur le papier, la voiture, elle était légale.
et ça a été retiré suite à la pression des autres constructeurs vis-à-vis du patron de Brabham, qui était Bernie Ecclestone, et qui espérait devenir président de l'association des constructeurs. Et sinon, en soi, la voiture était légale. Il n'y avait pas le droit d'avoir un dispositif mécanique qui permettait de garder la voiture au sol, sauf si le dispositif avait une autre vocation. Donc il y a eu un méga flou, on s'est dit, ah bah attends, notre dispositif, il sert à refroidir notre voiture, et après, indirectement, il aide à la tenue au sol. Sur le papier, il avait tout à fait le droit. Elle était légale. Elle aurait même pu continuer la saison sans cette pression des autres écuries. Le double diffuseur, imaginez-vous que le double diffuseur, c'est issu d'un flou du règlement. Et finalement, ça a donné la plus belle histoire de la Formule 1 avec l'histoire de Brown GP. Si les gars s'étaient dit « Non, c'est pas noté », et qu'ils l'avaient pas fait, on n'aurait pas vécu l'histoire Brown GP, vous imaginez? ça aurait été triste, la Formule 1 aurait été triste. Le F-Duck également, en 2010, qui était donc un système où les pilotes qui posaient leurs mains à un endroit sur la voiture, ça permettait de légèrement ouvrir l'aileron arrière et de laisser passer la vitesse. De laisser passer l'air et de gagner de la vitesse. Et dans les exemples récents, il y a aussi le DAS de Mercedes en 2020. Alors oui, effectivement, dans les exemples que je vous ai cités, il y a des trucs qui n'ont fait qu'une course, il y a des trucs qui n'ont fait qu'une année, mais ça a permis à ces équipes de vraiment se développer et d'avoir un énorme avantage sur la concurrence. Parce qu'ils avaient tout à fait le droit, ou en tout cas, ce n'était pas interdit de le faire. Et puis de toute façon, c'est très mignon d'entendre toutes les écuries râler, mais c'est les premières aussi à essayer de bidouiller le règlement technique, faut pas croire. Hein. Là, ils font bien, ils font les gentils, ils disent « Oh là là, c'est pas bien, vous flirtez avec la réglementation, c'est inadmissible », alors qu'ils le font tous, ils le font tous. C'est même Lewis Hamilton qui disait à Red Bull, ils ont été juste plus malins que nous, ils ont trouvé une faille et ils l'ont utilisée. Surtout qu'en plus, Red Bull, on les accuse de tricherie, sauf que le dispositif, toutes les équipes étaient au courant qu'il existait. La FIA était au courant qu'il existait. Pourquoi? Parce que c'était sur les serveurs de la FIA, dans les dossiers open source. C'est-à-dire dans les fichiers qui sont disponibles aux autres écuries de la grille, sur des pièces techniques qui sont ouvertes à tous, afin de limiter les coûts, etc. Donc ça veut dire que tout le monde était au courant. Si Red Bull avait voulu tricher, c'est les plus mauvais tricheurs de tous les temps. Tout simplement. Mais après, peut-être que vous voyez ça d'un autre œil, vous vous dites que flirter avec la légalité, jouer sur des flous, jouer sur des trous du règlement, c'est moralement limite. Oui. Mais dans ce cas-là, la F1, elle n'est pas faite pour vous. La F1, depuis, comme je l'ai dit, les années 70, c'est essayer de se jouer de ce règlement pour pouvoir trouver une nouvelle solution et un nouveau dispositif innovant et qui permettrait d'avoir un énorme avantage. La F1, c'est peut-être pas immoral, mais en tout cas, les gens, ils s'en foutent du règlement. Leur but, c'est de trouver comment on va le contourner, pas comment on va le respecter. Et si vous avez du mal avec ça, en vrai, regardez d'autres sports auto. Parce que si vous regardez la Formule 1 et que vous ne partagez pas la vision de ce sport, vous allez juste être dégoûté du sport automobile. Alors que, je sais pas, vous pouvez regarder l'IndyCar. L'IndyCar, c'est super sympa. En plus, toutes les voitures ont les mêmes réglages et les mêmes monoplaces, en fait. Donc du coup, ça peut être une vraie alternative pour des personnes qui ne supportent pas ces histoires de dispositifs qui flirtent avec la légalité. Et après, si le décalage horaire, ça vous gêne, il y a la Formule 2, il y a la Formule 3, la Formule 1 Academy. Puis si vous voulez voir autre chose que des formules de promotion, je sais pas, vous pouvez regarder le WEC, vous pouvez regarder le GT, vous pouvez regarder la Formule E, vous pouvez aussi regarder le NASCAR. En vrai, le NASCAR, c'est ultra fun. Je vous invite vraiment, si vous pouvez, à regarder la course qu'il y a eu sur le circuit des Amériques, où là, pour le coup, les limites de piste, on s'en branle. C'est ultra fun à voir, les pilotes, ils se foutent sur la gueule. Jusque dans là où il y a eu le dépassement entre Verstappen et Norris, et c'est totalement autorisé. Je sais plus quel pilote disait, en NASCAR, la seule limite, c'est le mur dans lequel tu peux te planter. Le reste, ils s'en foutent. Le reste, ils s'en foutent. Donc, si les limites de piste, ça vous fait chier, regardez du NASCAR, par exemple. Du coup, pour conclure sur ces polémiques autour du Teachway et du mini DRS, est-ce qu'il y a besoin d'en faire des caisses? Sérieusement. Il n'y a pas de coupable dans cette histoire, finalement. Allez, éventuellement, si vous voulez donner un coupable, il y a la FIA. Et bon, est-ce qu'on va se plaindre auprès de la FIA que oui, votre règlement, il est trop flou?
Pour la course, oui. Pour la course, faut arrêter d'avoir du flou. À un moment donné, il faut savoir statuer. Mais pour ce qui est du règlement technique, non, c'est bien d'avoir ce flou. Ça permet d'avoir des voitures différentes, ça permet d'avoir des concepts différents, et ça permet d'avoir des innovations. Donc critiquer la FIA là-dessus, oui et non, je peux comprendre, mais c'est bien aussi que ça existe. Après, peut-être que sur certains aspects, on se dit que non, là-dessus, faut pas y toucher. Précisez-le, la FIA. Précisez-le dans ce cas-là. Si vous voulez pas qu'on ait un mini DRS, bah dites-le. Dites-le plus clairement. Si vous voulez pas qu'il y ait un dispositif pour activer le display, dites-le directement. Ne laissez pas cette porte ouverte, car n'importe qui en Formule 1 va essayer d'y rentrer. Ça paraît débile, mais c'est l'histoire du chat, quoi. Il s'est ouvert, ils vont y aller. Point. Il faut pas chercher plus loin. Et après, c'est pas parce que c'est légal, que ça flirte avec la légalité un temps, que ça devient illégal par la suite, qu'il y a rétro-pédalage. Il faut pas. Il est encore heureux que la FIA ne fasse pas de rétro-pédalage. Donc dire que oui, il faudrait retirer des points, non, il faut pas retirer des points, il n'y a pas de coupable, juste le faites plus, et je trouve que c'est une très bonne chose comme solution. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. J'espère vraiment que ce petit format, différent de ce que je peux faire d'habitude, moins rythmé, plus spontané, vous a plu. Je vous laisse aussi me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou bien si au contraire vous vous dites que j'aurais peut-être dû faire une vidéo un peu plus écrite, ça aurait été un peu plus sympa à regarder. Comme je l'ai dit, c'est un format que je fais pas souvent, donc il faut encore tâtonner, il faut encore s'entraîner. Ce sera peut-être mieux dans le prochain, parce qu'il y en aura des prochains, je pense. Quant à moi, je pense avoir tout dit, n'hésitez pas aussi à échanger dans les commentaires avec respect, et puis je me ferai aussi une joie de vous répondre. Et puis j'espère vous revoir très bientôt, salut!